Donc, merci à tous pour cette deuxième journée. Je suis hyper ravie de vous retrouver. Je suis contente que ça marche de nouveau. Le matériel et la technique, c'est quand même plus facile quand ça fonctionne. Donc voilà. Hier, on a parler de choses très intéressantes, même si j'étais dans un état un peu survolté parce que j'ai vraiment cru ne pas pouvoir me connecter à vous, et ce qui est quand même très embêtant quand on en a prévu, quand on a prévu une heure et un lieu, bref. Donc voilà, mais c'était fort intéressant, et je vais quand même prendre quelques secondes pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'étaient pas là hier pour me présenter de nouveau. Donc mon nom, c'est Sandrine Duquesne, je suis thérapeute depuis 9 ans. Et avant ça, j'ai coaché au niveau artistique mes élèves en peinture pendant 15 ans. Et puis, depuis quelques mois, on va dire peut-être un an et demi, je me considère plus comme une coach exploratrice du vivant. J'aime observer tout ce qui se déroule à l'intérieur du vivant, que ce soit à l'intérieur de moi, bien entendu. Je suis ma première zone d'expérience et d'expérimentation, et aussi à l'extérieur de moi, c'est-à-dire à travers l'autre et à travers la relation. J'aime énormément cet espace où on peut s'expérimenter, où on peut se rencontrer et où on peut aussi se confronter avec le regard de l'autre et voir qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. C'est pour moi une vraie passion. Et je me considère comme assez spécialiste de tout ce qui est caché. Ça fait maintenant 8 ans que je suis avec une personne qui me fait énormément travailler sur moi, justement dans cette relation. Et ça a été le déclencheur de toute une phase de nettoyage, de soins et de guérison de certaines blessures, de certains manques, de certains codes, de certains encodages que j'avais là. Et en fait, ça a été une quête absolument intense, ça c'est sûr, mais aussi fantastique. Et ça a fait que je me suis formée à énormément d'outils. Je suis passionnée par tout ce qui est fabrication de la personnalité, du cerveau, des héritages, des conditions, des matrices qu'on porte chacun à l'intérieur de nous, et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je trouve que ma spécialité aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai depuis mes 20 ans, et puis c'est très précisément, là, très intensément depuis 8 ans, ma spécialité, c'est d'aller révéler ce qui est caché. Alors, ça peut être dans 3 domaines différents. Soit ce qui est caché dans nos mémoires, c'est-à-dire notre passé, hein, ce qui joue un peu avec nous parfois, et notre façon de voir la vie qui va être conditionnée par ce qu'on a vécu, par l'endroit du monde où on est arrivé sur Terre, par ce qu'on a hérité comme famille, comme parents, comme éducateurs, comme société, etc. Donc tout ce qui nous fait vivre des plus et des moins, et puis qui peut nous donner des fausses pistes dans nos quêtes personnelles plus tard. Parce que, par exemple, si on a manqué énormément d'amour, eh bien, il se pourrait que la quête personnelle, elle soit justement à remplir cet ancien manque. Et donc, on peut passer notre vie d'adulte à faire des fausses quêtes. Et je trouve ça très intéressant de travailler à révéler ça. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de révéler ce qui est caché au niveau de notre personnalité. Donc, comment je me comporte, qu'est-ce que je cherche quand je suis en train d'être moi-même, est-ce que je suis vraiment moi-même, quel est mon caractère, depuis combien de temps il est comme ça, est-ce qu'il est toujours nécessaire qu'il soit comme ça, est-ce que je me raconte des histoires, vous savez, tous ces paradigmes de pensée qu'on se raconte et qui finalement va créer notre réalité. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce que j'ai vécu crée ce que je vais penser sur la vie. Et ce que je vais penser sur la vie va fabriquer comment je me sens dans mon corps. Et comment je me sens dans mon corps, c'est mon état vibratoire. Eh bien, cet état-là va attirer quelque chose de similaire autour de moi. Donc, je crée, je manifeste
mon quotidien en fonction de comment je me sens. Et ça tient de ce que je pense, et ce que je pense tient de mes matrices, de ce que j'ai vécu, des décisions que j'ai prises en fonction de ce que j'ai vécu. Donc, c'est fort intéressant de voir les jeux et les enjeux qui se déroulent à l'intérieur de nous quand on est, par exemple, en relation avec quelqu'un, mais ça peut être aussi entre soi et soi, tout ce qu'on se raconte pour faire les choses ou pour ne pas les faire. Donc, moi, je suis une grande spécialiste de tout ça. Rien que pour moi-même, j'ai exploré ça à fond et je n'ai pas fini. Donc, voilà, c'est la deuxième possibilité de révélation. Et j'aime aussi révéler ce qui est caché au niveau du futur, c'est-à-dire le futur très proche, hein, c'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à la fin, de tout ce qui est de l'ordre des dons, des potentiels, des dons uniques. Chacun de nous possédons un don unique, une façon de résoudre la vie qui est tout à fait, c'est notre signature. En fait, c'est un don signature. C'est comme ça que je devrais l'appeler. C'est aussi tout ce qui fait, bon, c'est vraiment un trait de personnalité qui est sacré, et on a tendance d'ailleurs à le trouver tout à fait banal et commun et à croire que tout le monde l'a, ce qui n'est pas du tout vrai. Et en tout cas, quand on met ça au service de notre professionnel, en général, ça fait des étincelles, c'est magnifique. Donc les dons, les potentiels et la mission de vie, pourquoi on est venu là, qu'est-ce qu'on a à accomplir. Donc ça demande à éclore et ça demande à ce qu'on rayonne de cette énergie-là et à ce qu'on l'offre au monde. Et c'est la troisième partie de ce que j'aime révéler avec ma clientèle. Voilà, ça c'était pour ma petite présentation. Et donc là, si je fais ces 4 lives, c'est parce que j'honore la sortie, la création et la mise au monde d'un nouveau programme qui s'appelle Traverse le miroir, qui est vraiment un programme expérientiel. Moi, j'aime quand on vit les choses, pas seulement quand on réfléchit. Je trouve que passer par le corps et passer par l'expérience est une façon de vraiment ancrer une vraie transformation. Et donc, dans ce programme-là, dans mes programmes, dans mes stages, il y a toujours beaucoup d'expérimentation. Donc, c'est un programme expérientiel qui est plutôt une quête de soi, de vérité de soi, d'être au clair et très, comment dire, cash avec ce qui se déroule à l'intérieur de soi quand on est en train de vivre et quand on est en train de se présenter à l'autre et quand on est en train de se présenter au monde et quand on est entre soi et ça, en train de se raconter des choses. Donc, c'est vraiment une quête de vérité d'être parce que si on a cette possibilité de se connaître profondément, savoir d'où on vient et savoir comment on réagit et observer vraiment avec une clarté consciente comment on réagit, eh bien, on pose des actes et des choix qui sont beaucoup plus alignés, cohérents avec ce qu'on veut manifester comme vie. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir définir. Qu'est-ce que je veux manifester comme qualité de relation? Donc, ce stage, ce programme qui s'appelle Traverse le miroir, il est basé sur la quête de sa propre vérité, mais sous le biais, sous l'excuse de la relation. Comment je fais, comment je suis quand j'entre en relation? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je demande? Pourquoi est-ce que je demande ça? D'où ça vient? Donc, il y a vraiment tout ce background qu'il faut aller chercher derrière et qu'il faut connaître. C'est ce qu'on va visiter aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous donnera des pistes. Et tout ça pour manifester une qualité d'être soi et une qualité d'être en relation pour pouvoir manifester quelque chose qu'on désire vraiment vivre. Et parfois, on sait ce qu'on veut plus vivre, mais on ne sait pas exactement ce qu'on veut vivre. Donc ça, c'est une partie du programme de définir la vision, la grande vision de ce qu'on a envie de vivre et d'accomplir sur cette terre. Voilà. Bon, alors hier, on a parlé de complétude. On a tout un chacun cette quête à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'en arrivant sur Terre, je pense qu'on a chacun notre lot d'incomplétude, c'est-à-dire les pertes, les séparations, ne serait-ce que de quitter la première fois sa maman pour aller à l'école, c'est une perte et une séparation.
au moins une séparation, mais ça peut être une perte du lien parce que tout d'un coup, on ne sait plus ce qui se passe. Et donc, toutes ces pertes et ces séparations peuvent nous donner un goût d'incomplet et peuvent créer en nous cette quête de complétude. J'ai envie de me sentir rassemblée. Alors hier, on a vu qu'on avait pu se séparer de parties de soi qui étaient trop difficiles à gérer à l'époque. Et finalement, c'est ça qu'on a envie de rassembler. Mais dans un premier élan, on va plutôt aller se tourner vers l'autre pour espérer que quelqu'un vienne enfin et se rendre compte de qui je suis, de ce que je vis et vienne combler ce dont j'ai besoin. Et donc, la quête de complétude se tourne vers l'autre et vers le relationnel. Ça peut être notre conjoint, notre femme, notre homme, ça peut être aussi nos amis, ça peut être aussi nos enfants, ça peut être nos collègues, ça peut être n'importe quelle personne avec qui on joue une relation. Évidemment, si c'est notre amoureux, c'est beaucoup plus intense que si c'est le lien avec la boulangère, parce qu'il n'y a pas le même enjeu. Mais ça peut se jouer avec la boulangère. Je vais vous donner un de mes exemples. Moi, j'ai une façon de me présenter parfois qui est, je trouve ça complètement nunuche. Je vais être devant justement la boulangère et puis, vous savez, avec les masques, là, on voit à moitié rien de ce qui se passe sur le visage de l'autre. Et donc, je vais pouvoir me sentir un petit peu, je ne sais pas comment elle va, qu'est-ce qu'elle pense, ben, qu'est-ce qu'elle pense de moi, évidemment, hein, pas du voisin. Et donc, ça peut générer une sorte d'inconfort chez moi et je vais trouver une stratégie pour ne plus sentir cet inconfort. Et comment je vais me débrouiller? Ben, je vais devenir plus souriante, ça c'est mon truc. Je vais commencer à raconter une petite bêtise. Pourquoi? Pour essayer de lui donner, d'avoir une réaction en fait d'elle et pour que ça rassure comment je me sens. Donc ça voilà, toutes les stratégies qu'on peut mettre en place dans la relation pour essayer de combler quelque chose qui est très ancien, mais qui n'a pas encore eu suffisamment de soins de notre part, et donc qui reste comme une demande, une attente, et parfois sans qu'on le sache. Donc ça, c'est quand même intéressant de s'en rendre compte. Alors, je regarde si vous êtes tous là. Ok. Non, mais c'est bon, je suis bien. Donc voilà, on a parlé de ça. Et donc, quand on se met en quête de cette complétude, bah, qu'est-ce qu'on fait? On le dit souvent, on cherche sa moitié. Vous voyez? Donc, ça veut dire que moi, je suis une moitié. Et puis, j'attends qu'une autre moitié me complète pour me sentir complète. C'est ça mon objectif. Donc, je suis une moitié, je cherche ma moitié. Puis, je vois si ça colle, puis ça va plus, puis si ça colle, puis ça va plus. Puis, j'attends la bonne personne, la bonne moitié. Et c'est Isabelle Padovani qui raconte ça comme ça, et je trouve ça trop drôle. Elle dit, mais si je suis seulement une moitié, ça veut dire que quand l'autre s'en va, bah, moi, je tombe sur le dos, vous voyez, une moitié, c'est un peu comme une tortue qui retombe sur son dos. Et puis, je suis là et je ne peux plus rien faire parce que je ne suis qu'une moitié. Et ça, je trouve ça génial comme image parce que c'est quand même très parlant. La quête de sa moitié est dans l'autre est une quête qui est révélatrice, parce qu'à un moment ou un autre, on va sentir si la moitié est vraiment la bonne moitié, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que ça me fait, etc. Et c'est aussi une quête qui n'a pas à mon avis, qui ne donne pas de résultat. Parce que alors on est dépendant de l'autre moitié. Il ne faut pas qu'il s'en aille, il ne faut pas qu'il soit pas d'accord, il faut qu'il fasse toujours tout comme on a besoin, il ne faut pas qu'il meure, hein, il faut qu'il soit toujours là. Qu'elle soit toujours là, cette moitié. Et donc ça devient quelque part un peu risqué. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a un peu vu hier. Bien sûr, il y aurait bien d'autres choses à faire, à dire là-dessus, mais voilà, on a vu ça. Donc, la proposition de ces masterclass, de ces lives, c'est d'essayer de retrouver par soi-même cette complétude pour pouvoir entrer en relation complète ou au moins conscient qu'on est en quête d'une moitié et que cette moitié, on va aller d'abord la chercher chez l'autre, mais que finalement, c'est l'entièreté de soi-même qu'on a envie de retrouver. Et l'entièreté de soi-même, c'est
tout ce qu'on a laissé dans les placards, derrière, sur le côté, et puis qu'on n'a pas pu gérer à l'époque, et puis qu'on doit tout le temps éviter dans notre vie, et puis on est en train de se faire une vie où on doit éviter de faire certaines choses, on est obligé de faire d'autres choses pour ne pas ouvrir ces placards où il y a à l'intérieur des anciennes souffrances. Et l'objectif, c'est de nettoyer ça, parce que je ne sais pas, imaginons que vous ayez une immense peur d'être abandonné. Eh bien, le jour où vous avez nettoyé ça, si vous n'avez plus peur d'être abandonné, vous imaginez la liberté qui s'ouvre dans la vie. Si on n'a plus peur d'être ridiculisé, ou si on n'a plus peur d'être moqué ou rejeté, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il se passe que c'est une liberté folle. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'aller rassembler cette complétude qui est une complétude entre soi et soi, entre les différentes parties de soi. Mais dans la relation, quand on va aller la chercher, ben en fait, elle est hyper révélatrice. La relation vient montrer ce qui a besoin d'être choyé, d'être entendu, d'être reconnu, d'être accueilli et d'être soigné. Voilà. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est toujours de développer de la clarté en soi et par le truchement de la relation de couple, la relation à nos enfants, la relation à nos parents, la relation à nos amis, nos collègues. C'est la relation qui m'intéresse là, qui est révélatrice. Et puis, on va aller regarder les matrices qu'on a reçues en héritage. Alors, on va parler des matrices et on va parler d'héritage. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Une matrice, dans le sens où j'en parle là, c'est une façon de voir la vie. C'est un paradigme dans lequel on est confortablement ou inconfortablement installé, mais en général, c'est quand même assez confortable au démarrage, en tout cas. Et c'est un lot de pensées, de croyances et de façons de voir la vie qui nous garde dans nos habitudes connues. Le cerveau adore les habitudes parce qu'il connaît. Il a tendance à avoir besoin de toujours retrouver ce qu'il a connu. Même si ce n'était pas très drôle, il vaut mieux ça, où on sait qu'on l'a traversé et qu'on n'en est pas mort, plutôt que quelque chose de nouveau où on ne saurait pas du tout ce qui va nous arriver. Donc le cerveau aime les habitudes et on aura tendance à refaire régulièrement les mêmes choses. Et bien pour les croyances, c'est exactement la même chose. La matrice est fabriquée de croyances. C'est comme ça la vie, c'est pas comme ça. C'est toujours de cette façon qu'on doit faire, de cette façon qu'on doit penser. La vie, ça dure tant de temps, ça pourrait même être ça. Hein. Quand on vieillit, on devient comme ça. Quand on est jeune, on pense ça. C'est ça qu'on a réalisé, la place de l'homme, c'est ça, la place de la femme, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on a comme façon de penser et qui vient nous protéger de découvrir quelque chose de nouveau. Parfois, ça arrive et c'est bienvenu. Je regarde s'il y a des messages. Ok. Bon. Je répondrai de toute façon à vos questions à la fin s'il y en a. Et alors, ça, c'est la matrice et la façon de voir la vie. Et l'héritage, c'est tout ce que nous avons reçu au moment de notre partie de vie la plus tendre et la plus malléable, c'est-à-dire l'enfance. Donc, le cerveau, quand il est tout petit, en fait, il stocke énormément de choses. Et il va stocker tout ce qu'il voit au démarrage, toutes les premières fois ou toutes les fois qui se répètent et qui sont habituelles, alors ça renforce encore plus, comme quelque chose étant la norme. Donc, s'il voit, par exemple, les gens tout le temps se disputer, se défendre, eh bien, il trouvera que c'est la norme. Il faudra au moins 7 ans pour qu'ils sortent de ça avec un début de conscience suffisant pour qu'il se rende compte que, par exemple, chez son ami à côté, ça ne se passe pas comme ça. Les parents ne se disputent pas. Bah, c'est assez étrange. Moi, je pensais que toujours les parents, ça se disputait. Si on voit des parents ou on va dire des parents qui sont très proches, très attentionnés physiquement, ou au contraire qui se touchent jamais, on n'a pas du tout le même héritage sur
ce qui est normal dans une relation, par exemple. Ça va être la même chose sur l'argent, sur la mort, sur la sexualité, sur le niveau de vie, peu importe. Les héritages sont donnés par ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu et imprimés très profondément parce que c'est dans une période de vie où on est très malléable. En fait, il y avait quelqu'un un jour qui expliquait ça comme un ordinateur neutre. Il est neutre, l'ordinateur, quand vous l'achetez. Il n'y a rien dedans et il faut y mettre des logiciels. Eh bien, ce que nous allons vivre dans notre enfance, ce sont les logiciels qu'on met dedans. Et puis après, on peut utiliser ces logiciels. Vous savez que un cerveau d'enfant naît avec un nombre incalculable, je crois que c'est 100 000 fois les connexions Internet mondiales en nombre de neurones. Et ce nombre de neurones-là va diminuer dans les 2 ans. Je crois qu'on va garder 30% de tout ça. J'espère pas dire de bêtises, on perd 30% ou on garde 30%, mais il me semble que c'est on garde 30%. Et c'est le reste, en fait, on ne va pas en avoir besoin parce qu'on n'aura pas eu d'informations à explorer là-dessus. Mais on va devenir spécialiste de nos 30%. On va devenir spécialiste, je ne sais pas moi, de remonter l'ambiance, de devenir quelqu'un de drôle. Voilà, on va devenir spécialiste de quelque chose qui va nous servir à nous sauver la vie ou à nous arranger la vie. Donc voilà, on va parler de matrice et d'héritage. Je prends une seconde, je vais allumer la lumière. J'ai l'impression d'être dans le noir. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais vous voyez dans mes lunettes les petits cercles de lumière un peu partout. J'espère quand même qu'on me voit correctement. Ok, alors il y a différents héritages possibles. Il y a les héritages culturels déjà. Ce n'est pas du tout la même chose pour moi qui suis née en Europe que pour quelqu'un qui serait né, comme je disais hier, chez les Maasai. Ce n'est pas non plus la même chose pour moi qui suis née en Europe par rapport à quelqu'un qui est né ne serait-ce qu'aux États-Unis. Ce n'est pas du tout la même chose. On a une société différente avec des codes différents. Donc, le culturel amène déjà un héritage. On peut être dans un héritage catholique, on peut être dans un héritage protestant. Si on va naître dans une tribu native, eh bien, on va avoir une toute autre célébration de la nature plutôt qu'une religion. Donc, vous voyez, on n'est déjà pas du tout fabriqué pareil au démarrage. Et l'héritage culturel, il va avoir tendance à dire ce qui est bien et ce qui est moins bien, mais d'un point de vue global, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit éviter, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit penser, comment on doit agir. On a chacun sans le savoir, hein, parfois c'est très clair, mais parfois en général on ne le sait même pas, on a une façon de penser la vie. Et c'est aussi lié à l'époque. En 1920 et en 2020, ce n'est pas du tout la même chose, la même façon de penser. Par exemple, l'amour et le mariage n'étaient pas du tout la même entreprise en 1920 qu'en 2022. On va dire 2020, 100 ans après. À l'époque de mes grands-parents, par exemple ma grand-mère, dont je parle un peu plus depuis quelques temps puisqu'elle vient de s'en aller, le mariage était pas vraiment arrangé, mais elle n'a pas pu épouser l'homme qu'elle souhaitait. Et elle m'en a parlé elle-même et c'était un grand désarroi pour elle parce que son père trouvait qu'il n'était pas assez de bonne famille, donc c'était non. Et on privilégiait le soutien, de garder la famille et les avoirs familiaux en forme, et c'était pour ça que servait le mariage. Il y avait beaucoup moins cette notion d'amour. D'ailleurs, je me souviens que moi, juste dans des moments où j'étais plus en questionnement sur mon couple, à l'époque, elle me disait, mais tu sais, Sandrine, il ne te bat pas, il te ramène de l'argent et à manger, il t'a fait une super jolie fille, il n'y a pas de raison de s'en aller, il n'y a pas de raison de se poser de questions. Parce que pour elle, c'était ça les codes.
Et pour moi, c'était plus du tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a mis dans le mariage l'histoire de l'amour. L'amour qui doit durer toujours, sans qu'on s'en occupe en général. Même il faudrait que ce soit la bonne personne qui a les bons codes et que ça ne change plus jamais, que ça n'évolue pas, ce qui est impossible. Mais du coup, en général, quand on s'en occupe, ça évolue même mieux. Mais du coup, là, c'est très intéressant parce que moi, je n'ai pas du tout la même attente dans le mariage que l'avait ma grand-mère. Même si elle aurait voulu se marier avec l'homme qu'elle aimait, mais après, elle a trouvé mon grand-père qu'elle aimait aussi beaucoup. Et moi aussi, je l'aime beaucoup, donc je suis contente que ce soit lui. Mais du coup, c'était envisageable pour elle de renoncer à ça pour faire un mariage qui était honorable pour sa famille. Donc voilà, ça c'est la société, le culturel va codifier ces choses-là. Et aussi, un autre exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple au niveau de la réussite sociale. La réussite sociale, quand on la regarde du côté de l'Europe, eh bien, nous, on est beaucoup entraînés à ne jamais devoir rater. Quand on rate, eh bien, on a plutôt une tare. Si par exemple, on va chercher des investisseurs et on plante la boîte avec l'argent des investisseurs, on va avoir un peu de mal à retourner voir les investisseurs en leur demandant bah, allez, je vais faire une autre boîte, est-ce que tu veux bien croire en moi? Ben, ça va être non, tu t'es planté, c'est terminé. Alors qu'aux États-Unis, c'est très différent. Dans leur mentalité, il y a OK, les investisseurs sont là la première fois, la personne se plante et les investisseurs, il y a de grandes chances qu'ils soient là la deuxième fois aussi parce qu'ils vont dire maintenant que tu t'es planté, tu es plus au courant et tu ne le referas pas. Vous voyez la mentalité comme elle est absolument différente. Ça, c'est du culturel, c'est l'héritage culturel. Donc, c'est toujours intéressant de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce que j'ai comme héritage culturel, qu'est-ce que je pense sur le travail, sur l'amour, sur la vie, sur la réussite, sur la mort. Alors, je vous donne un dernier petit exemple. Par exemple, au niveau des tabous, hein, parce que le culturel véhicule donc ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, il en fait des tabous. De notre côté du monde, c'est sexe, mort, argent, les trois tabous principaux. Eh bien, prenons par exemple un tabou aujourd'hui. Il est plus facile de divorcer, de parler de divorce que de parler de mort, par exemple. La mort est beaucoup plus tabou. Bon, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé, on ne doit plus mourir. Donnez-moi un médicament que je ne meurs plus. Donc, c'est beaucoup plus tabou aujourd'hui la mort que le divorce. Mais à l'époque de ma grand-mère, c'était le contraire. La mort, bah voilà, ça arrivait. Puis c'était assez commun. Hein. Même les enfants, un peu plus tôt, un peu plus haut que ma grand-mère, on va aller jusqu'aux arrière-grands-parents, il y avait une notion de vie et de mort qui tenait parfois qu'à un fil. Mais par contre, le divorce, ça, c'était tabou. Ça se faisait pas. Et donc, on voit que l'héritage culturel, en fonction de la zone du monde et en fonction du temps, de la temporalité, bah, du coup, c'est pas du tout pareil. Ça peut changer. C'est toujours intéressant d'aller se poser la question. Alors, il y a l'héritage aussi, les héritages empiriques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vécu soi. Si on s'est brûlé une fois ou deux fois sur un poêle à bois, eh bien, l'héritage empirique, c'est que les poêles à bois, ça brûle. Donc, en fonction de ce qu'on a vécu, si c'était agréable ou si c'était désagréable, vous savez que notre cerveau, en gros, il se mobilise pour éviter la douleur et chercher le plaisir. Vous allez me dire, c'est très animal, mais c'est quand même ça. Hein. Vous regardez toute votre vie, on évite la douleur et on cherche le plaisir, en général. On peut avoir du plaisir à sentir de la douleur dans une certaine mesure, mais donc c'est donc du plaisir. En tout cas, là, les expériences qu'on va vivre vont donner un résultat, et ce résultat-là, eh bien, il va nous faire prendre des décisions de ne plus jamais s'approcher du poêle, par exemple, ou des décisions de ne plus jamais entrer en relation parce qu'on a eu mal. Il y a plein de possibilités de décision sur des expériences qu'on a vécues. Et après, quand on a fait ces décisions, eh bien, on développe des stratégies pour pouvoir
tenir nos décisions. Donc, être tout le temps comme ci ou jamais comme ça, des stratégies quelconques. Je ne veux pas m'attarder plus là-dessus parce que ce n'est pas le plus intéressant. Parce que je veux arriver aux héritages familiaux. Je vais prendre mon horloge toujours. Donc, les héritages familiaux, ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, de vous parler de ça. Tout à l'heure, j'ai déjà un peu spoilé l'affaire avec l'entrée en matière, mais je ne sais plus si je vous l'ai dit, je le redis, dans notre cerveau se stocke pour 80% ce qu'on voit et seulement pour 20% ce qu'on nous dit. Donc, quand on est avec un enfant et qu'on lui raconte qu'il faut être quelqu'un de gentil, mais que nous, on se comporte de manière brusque, l'enfant, il va stocker 20%, il faut être gentil, et 80%, on peut être brusque. En fait, on est brusque. C'est comme ça qu'il se dispatche l'information quand on est tout petit. Donc, c'est là où je vous disais, on est très malléable. Donc, on stocke l'information comme ça. Alors, du coup, on peut comprendre que lorsqu'on arrive sur Terre en 1920, dans une famille très occupée, on stocke certaines informations, certains héritages familiaux, c'est-à-dire la femme, elle reste à la maison parce qu'à cette époque-là, elle a le droit de travailler seulement si son mari l'y autorise, elle a le droit d'avoir un compte bancaire seulement si son mari l'y autorise. Excusez-moi si je ne suis pas exactement dans les dates, je ne me souviens plus exactement des dates, mais il y a des autorisations pour les femmes qui n'ont débuté qu'à ma naissance, c'est-à-dire il y a 45 ans, et c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est être une femme dans cet environnement-là, à cette époque-là, eh bien, je vais stocker comment se comporte ma mère, comment se comportent les femmes, et je vais devenir comme ça. Et puis, il y a les héritages familiaux. Aujourd'hui, par exemple, un enfant qui naît aujourd'hui, il y a des choses qu'il va trouver tout à fait normales, comme par exemple porter un masque. Je suis navrée de dire ça, mais il y a une catégorie d'enfants qui va trouver ça dans la norme parce qu'il l'a vécu dans sa chair très tôt, de se cacher le visage, soit de ne pas voir le visage de l'autre, soit de porter lui-même quelque chose. Je veux dire, ma fille, elle est arrivée juste après l'entrée en matière en vigueur de l'euro. Elle ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'il y avait une autre monnaie avant? Tel qu'est le monde quand on arrive, tel on le prend et on le stocke comme ça. Alors, au niveau de la famille, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est l'héritage des choix de nos ancêtres. Déjà, tout ce qu'ils auront choisi de faire et tout ce qu'ils auront choisi de ne pas faire donne l'exacte équation qu'il faut pour qu'on arrive sur Terre. Donc ça, c'est merci. On n'a pas souvent le réflexe de dire merci à nos ancêtres de ce côté du monde-ci, en tout cas les Asiatiques le font beaucoup plus, d'honorer nos ancêtres, parce qu'ils changent un de leurs choix de vie et on n'est plus là. Il y en aura d'autres, mais ce ne sera pas nous. Ou il y aura peut-être personne. En tout cas, c'est intéressant de se rendre compte de ça. Les choix de vie et les comportements qui vont en découler de ces choix de vie, vont donner une ambiance familiale. Par exemple, si une arrière-grand-mère perd un enfant et qu'à l'époque, prendre soin de ses émotions, ce n'est pas tout à fait à la mode, elle va stocker à l'intérieur d'elle son deuil et on va demander à ce qu'elle reprenne assez vite goût en la vie, etc. Cette arrière-grand-mère, il se pourrait qu'elle ne puisse pas pleurer. Et quand elle a peut-être déjà d'autres enfants, on va dire qu'ils sont déjà nés, les autres enfants qui sont là vont vivre avec une maman qui, au fond d'elle-même, est complètement triste. Elle est triste parce qu'elle a perdu son enfant, elle n'a jamais pu pleurer parce que ça ne se faisait pas, et elle est de plus en plus détachée de ses enfants qui restent parce que les enfants, ça meurt et ça donne du chagrin. Partons de cette hypothèse-là. Alors, ça, c'est l'arrière-grand-mère. Donc, après, la grand-mère, ma grand-mère, on va dire c'est mon arrière-grand-mère qui vit ça, imaginons. Et puis,
ma grand-mère, elle vit à côté d'une maman qui est triste. Donc, ma grand-mère, elle va se dire, eh bien, il faut peut-être devenir quelqu'un de joyeux, ou alors il faut pas faire confiance en la vie parce qu'on peut être déçu, on peut être blessé. Donc, elle va de toute façon manquer d'une maman qui est présente et qui est heureuse. Et qu'est-ce qu'elle va prendre comme décision par rapport à ce vécu-là très tôt, ce vécu d'enfant? Ben voilà, peut-être que je vais être très prudente dans ma vie, je vais jamais partir à l'aventure. Et puis un jour, elle tombe amoureuse, ben, elle peut ne pas y aller parce qu'elle est fabriquée par cet héritage de tristesse qui n'est pas dit, hein. Nos ancêtres ont rarement raconté ce qu'ils ont vécu et ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas dit par amour. Par amour pour nous, la majorité de nos ancêtres meurent en se taisant. Donc, ça se voit beaucoup dans toutes ces personnes qui ont vécu la guerre, en fait. Eh bien, elles sont parties avec leurs souvenirs. Il y en a peu qui ont voulu raconter. Parce que tout ce qu'on a fait d'absolument difficile, voire horrible, on le tait. Si on porte de la culpabilité, on la tait. Si on porte du chagrin, on le tait pour ne pas entacher par amour pour les suivants. Et on se dit qu'en mourant avec ça, eh bien, ça va libérer tout le monde. Mais l'ambiance familiale est quand même colorée par la culpabilité ou par le chagrin. Donc les enfants qui naissent dans un environnement coupable ou dans un environnement triste. Et en fonction de ça, vont faire des choix de vie qui vont impacter leurs enfants. Donc après, on arrive à mes parents, par exemple, qui sont issus d'une mère qui était prudente parce que sa mère était triste. Et donc, du coup, c'est tout à fait fictif, hein, mais ma propre mère pourrait être issue d'une mère prudente et soit devenir complètement une casse-cou, parce qu'il y en a marre que cette ambiance elle soit comme ça, ou devenir aussi, elle, de nouveau prudente et faire attention à ne jamais rien perdre, à ne jamais faire un pas de travers pour ne pas risquer. C'est pas quelque chose de conscient, hein. On se dit pas le matin, je vais essayer d'éviter de tomber dans une tristesse incommensurable. Non, non, c'est juste une façon de, oh ben moi je suis quelqu'un de timide, c'est mon caractère, voilà. Et puis c'est à mon tour d'arriver et voilà, ça se découle comme ça, on découle comme ça. Donc tous les dramas familiaux, les pertes, les spoliations, ça peut être l'argent, ça peut être donc la mort, on peut en parler, on vient d'en parler, ça peut être la sexualité, ça peut être des agressions entre les uns et les autres. Parfois, c'est les femmes qui se font agresser, mais parfois, c'est le contraire, c'est les hommes qui se taisent. En tout cas, il peut y avoir des héritages là qui sont très puissants et dont on ne se souvient plus. Donc, si on ne va pas faire ce travail de redécouvrir ça, eh bien, on peut avoir une grande partie de notre caractère qui est forgée par ça, sans le savoir. Et quand on vit une certaine énergie, on attire la même énergie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vibratoirement, si on a tout le temps crainte qu'il nous arrive quelque chose et qu'on sécurise tout à l'avance, on est tout le temps en train de penser, même inconsciemment, que quelque chose de grave pourrait arriver, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit ça qui arrive parce qu'en fait, on met notre énergie là-dedans. On peut aussi avoir des comportements comment on dit ça, vous voyez par exemple d'avoir un petit malheur d'avance, c'est-à-dire ne pas être trop heureux parce que sinon on va attirer le mauvais œil. Vous pouvez être sûr que si on porte ça, c'est qu'en haut, il y a eu le mauvais œil, c'est-à-dire un drame, c'est-à-dire une perte, une mort, quelque chose de tragique qui n'a pas été digéré. Et donc, plus personne ne parle, que tout le monde a oublié, et par contre que tout le monde porte dans l'ambiance et dans la façon d'être et dans la façon de vivre sa vie et de faire attention, etc. Donc, on va essayer de ne pas trop se la ramener, de ne pas être trop visible. C'est quelque chose que, par exemple, quand on commence à faire son travail en ligne, comme je le fais, en général, c'est l'initiation du feu, parce qu'on doit devenir visible. Mais pour ma part, en tout cas, mon cerveau ne me racontait pas, tu sais, tu as très peur d'être visible parce que si on est visible, il pourrait se passer
Parce qu'en général, ce n'est pas du tout conscient ce qui pourrait se passer. C'est juste une crainte latente, mais suffisamment puissante pour m'arrêter dans mon désir de développer mon travail en ligne, par exemple. Et bien donc, il va falloir dépasser ça parce que ça n'est pas une réalité, c'est une croyance qui s'est engrammée. Ok, donc moi, je voulais vous faire un exemple d'arbre généalogique. On va le faire simple sur 3 niveaux. Donc, on va dire le niveau 1, c'est nous, vous et moi. Niveau 1. Niveau 2, nos parents, père et mère. Père, mère. Niveau 3, les parents de nos parents, donc nos grands-parents. Donc, mon père a un père et une mère, ma mère a un père et une mère. Et pour faire, on va essayer de faire simple. Donc, toute la partie féminine sera la famille rose et toute la partie masculine sera la famille bleue. Vous voyez, le culturel, ça revient en galop. Ok. Donc, ça va vous donner une arborescence où vous êtes en bas et puis vous avez votre père en bleu, votre mère en rose et puis vous avez au-dessus son père et sa mère en bleu, et ici, son père et sa mère en rose. Mes 2 familles, masculin et féminin, sont au-dessus de moi. J'espère que, n'ayant pas de visuel, ça va quand même pour vous et que vous arrivez à me suivre. Alors, la famille, la partie des femmes. Donc moi, je suis une femme, ma mère et la mère de ma mère. Ça, c'est la lignée, ce qu'on appelle la lignée des ventres. Les femmes donnent naissance à une femme qui donne naissance à une femme, et puis moi, j'ai eu une fille, donc j'ai donné naissance à une femme. Vous voyez, ça, c'est la lignée des ventres. Eh bien, dans la lignée des ventres, il y a beaucoup de transmission. Parce que déjà, la vie des femmes est différente de la vie des hommes. Même si ça a tendance à s'améliorer aujourd'hui, eh bien, on vient d'une planète, on vient d'une dimension antécédente, là, derrière nous, qui était assez difficile à vivre pour les femmes, au niveau des droits, au niveau du travail, au niveau de du positionnement de la société. Je vous rappelle qu'il n'y a pas bien longtemps, les femmes étaient considérées n'ayant pas d'âme, comme les enfants. Bon, eh bien, la lignée des ventres va mobiliser toutes les mémoires de ce que les femmes ont vécu dans cette famille. Si au-dessus de ma grand-mère maternelle, là-haut, il se passe un drame par rapport à la sexualité. Par exemple, son mari est agressif. On va dire ça comme ça. Eh bien, cette femme là-haut, elle va en vivre quelque chose et en déduire des stratégies, des conclusions, des protections et donc des stratégies pour se protéger. Quand sa fille va arriver au monde, elle va, par amour, entièrement lui léguer les informations pour qu'elle fasse attention et qu'elle sauve sa vie, cette fille. Vous voyez, c'est comme les ours et les oursons qui marchent derrière leur maman. Ils marchent exactement dans les pas, dans la neige, ils mettent exactement leurs pattes dans les mêmes pas. Parce que si la mère est passée par là et a survécu, ça veut dire qu'eux peuvent passer par là et survivre. Donc, c'est exactement par amour, la même chose, et donc par amour qu'on transmet à nos enfants. Mais on ne le transmet pas avec une lettre accusée de réception, bien claire sur le papier, de sorte que l'enfant, quand il a 18 ans, il puisse dire « Non, mais ça, c'est n'importe quoi, mais ça m'est jamais arrivé, donc ça, j'en veux pas. » Non, non, non. On le transmet de manière énergétique et cellulaire, en plus de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'exemple qu'on donne. Et donc, les femmes vont véhiculer la mémoire du vécu des femmes là-haut. Et elles vont devenir, par exemple, soit très prudentes, m'approche pas trop, parce que les hommes, ça agresse. Et as-tu déjà été agressée, toi? Non, moi jamais, mais je le sais. Vous voyez, on peut vraiment porter des croyances qui ne sont pas véridiques pour notre vie concrète, mais qui ont été concrètes pour les femmes au-dessus.
J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà, ça c'est la lignée des ventres. On peut, ah oui, on peut aussi, alors on peut devenir très prudente, mais on peut aussi engager son enfant à devenir très forte. À aucun moment, tu dois faire confiance. Alors, bien sûr, la maman, elle ne se lève pas le matin en disant ça à son enfant, mais elle va l'encourager. Il faut que tu sois autonome, fais des études, il faut que tu gagnes bien ta vie, lâche rien, ne pleure pas, redresse-toi. Et ça, ce n'est pas forcément des mots, hein, ça peut être des encouragements, vous savez, c'est très facile hein, de montrer à un enfant qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il suffit de sourire ou de ne pas sourire. Déjà ça, l'enfant, il a compris. L'énergie de waouh, j'aime ce que tu fais, ou bien c'est radical. Donc, si ça se répète toujours sur le même thème, à chaque fois que la fille va pleurer parce qu'elle a mal et qu'elle reçoit un bah, elle arrêtera de pleurer parce qu'elle a mal. Elle apprendra très vite qu'il vaut mieux montrer le contraire. Parce que si à chaque fois qu'elle a mal, elle se redresse fièrement et qu'elle montre que ça va, et que sa mère fait ah, chouette, ma fille. Et ah, ma fille, ou même qu'elle entend sa mère dire à quelqu'un d'autre, ma fille, elle est forte, ou qu'elle entend une voisine dire, oh là là, ta fille, elle est forte. Ça marche aussi avec ta fille, oh là là, toi, t'as de la chance, ta fille, elle est discrète. Elle se fond dans le paysage, on n'entend jamais. Bah, si la mère est très fière d'entendre la voisine dire ça, l'enfant qui est à côté, et il voit sa mère devenir fière, il comprend que c'est parce qu'il est transparent, et il se met à être transparent, il n'y a pas de problème. L'objectif d'un enfant, c'est de rendre son parent heureux et bien. Comme ça, ce parent, il devient solide et il prend soin de l'enfant. Donc, un enfant est tout destiné à faire plaisir. Donc voilà, c'est comme ça que se transmettent par le ventre tout ce qui est de l'ordre des femmes. Et si cette femme, elle a un garçon, eh bien, elle peut inculquer à son garçon que les hommes, à l'époque, c'était violent. Et donc, que lui, il faut qu'il soit gentil. Ça marche aussi dans ce sens-là. On y reviendra. Allons du côté de l'autre côté, la lignée où il n'y a que des hommes. Hein, donc, l'arrière-grand-père donne naissance à un grand-père, le grand-père donne naissance à un père, qui est mon père, et ce père donne naissance à moi, garçon. Eh bien, ça s'appelle la lignée des noms. C'est comme ça qu'on hérite le nom de famille. Et la lignée des noms, c'est super intéressant parce que ça porte toute une légende. Est-ce que c'est un nom qui est facile à porter? Alors, si par exemple on s'appelle Duchemol, c'est pas facile à porter. Et si ce grand-père, il a été beaucoup moqué à cause de son nom, eh bien, le fils, quand il arrive, il trouve ça quand même pas très agréable de porter ce nom. En plus, du coup, son père, il est peut-être super gêné de transmettre ce nom. Peut-être que sa femme est super gênée de porter ce nom, et etc., etc. Et ça donne un petit peu la qualité de fierté de soi ou la qualité d'être chef de famille, par exemple, et la qualité de pouvoir donner son nom à une femme avec fierté. C'est un vrai échange. Alors, je sais que c'est en train de se perdre dans notre société, puis peut-être qu'on va me trouver complètement ringarde avec ça, mais la femme offre des enfants et l'homme offre son nom. Et en offrant son nom, il sort la femme de son giron paternel où elle portait le même nom que sa mère. Donc symboliquement, elle était comme sa mère, la femme de son père. Bon, je vais essayer de ne pas vous perdre. Mais bon, on va dire que le cadeau de l'homme et de la femme, c'est les enfants et le nom. Et donc ce nom, si c'est un magnifique nom, qu'il est glorieux et que dans le village ou la ville, tout le monde connaît ce nom. Ah bah monsieur Untel, oh, qu'est-ce que c'est? Et puis c'est lui qui tient l'épicerie, puis c'est lui qui tient la banque, et puis c'est lui qui est... Non, non, non. Et alors le fils, quand il arrive, eh ben, soit il trouve ça vraiment très honorant de porter ce nom et il est fier, soit il peut aussi trouver ça très lourd parce que son père, eh bien, il tenait l'épicerie plus la banque, etc. Et donc ce fils, quand il arrive, il se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais pouvoir porter tout ça moi aussi? Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Donc là, ce sera un questionnement personnel, mais le nom est quand même honorifique. Honorifique peut vouloir dire super chouette à porter, comme super lourd à porter.
Donc, cette lignée du nom va se répercuter jusqu'à en bas où moi, je suis un garçon et je suis issue d'une lignée d'hommes qui se sont sentis comme ça. Bien, pas bien. Si c'est par exemple un nom qui est laid ou un nom qui représente quelqu'un qui a été en prison, ou je vais vous donner un ou deux exemples parce que je trouve ça intéressant d'avoir des exemples. Une fois, un client qui vient me voir et on fait cet arbre-là et on va chercher tout ce qui découle de cet arbre. Et il vient au démarrage parce qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il a du mal à se positionner, à prendre sa place dans la société, à prendre sa place avec sa femme, etc. Bon. Et puis, en cherchant, on voit que du côté du nom, tout en haut, la grand-mère avait eu un enfant hors mariage. Alors, pardon, je crois que c'était son arrière-grand-mère. Bon, l'arrière-grand-mère a eu un enfant hors mariage. Donc, elle était fille-mère. Et puis, elle donne naissance au grand-père, puis au père, et puis à lui. Et donc, cette légende-là, elle est intéressante. Donc, elle vivait elle était servante dans un château, et puis elle tombe enceinte, et puis elle se fait jeter dehors, et puis c'est la misère, hein, parce qu'à l'époque, avoir un enfant en mariage, c'est la catastrophe, et puis plus personne ne veut lui parler. Puis elle se débrouille avec son enfant, et elle ne pourra jamais se remarier parce qu'elle a un enfant hors mariage. Ça, c'est ce que portait mon client dans son stock intérieur de comment est son arbre. Puis on fait des recherches, il continue à chercher et tout ça, et il va chercher les extraits d'actes de naissance, de mariage et tout ça. Et il se rend compte que c'est pas vrai du tout. C'était tellement éloigné, c'était devenu une légende. Mais en fait, cette femme-là, elle s'était mariée et elle n'était pas du tout fille-mère. Elle avait trouvé une place dans la société après. Et donc, elle portait pas tant cette honte. Mais lui, il portait la légende de la honte. Eh bien, j'ai vu cet homme se redresser en ayant découvert cette légende qui n'était pas vraie, parce que dans les faits, il est allé vérifier chaque niveau, chaque endroit, chaque acte de naissance, de décès, de mariage, etc. Ça n'était pas vrai. Donc, la légende que les hommes se racontaient depuis quelques générations et qui arrivait à lui et il trouvait qu'il n'arrivait pas à prendre sa place dans la société, a pu se remodéliser dans sa tête. Et j'ai vu vraiment cet homme se redresser et reprendre son chemin avec beaucoup plus de fierté, avec beaucoup plus de puissance. C'était très intéressant de voir ça. Parce que quand on l'apprend en théorie, c'est intéressant. Quand on le voit, c'est bluffant. Et puis, une autre possibilité, je fais l'arbre de quelqu'un qui vient et dans son histoire, son arrière-grand-père, je change peut-être, si la personne se reconnaît, elle va dire que c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. L'arrière-grand-père vient d'Italie, arrive en France et travaille en France. Et en arrivant en France, il ne parle pas français, il est étranger, hein, les étrangers, on les regarde quand même d'une certaine façon, parce qu'ils ne sont pas comme nous, tout ça. Et donc, il essaye de se fondre dans la masse. On lui donne du travail et comme il n'a pas de contrat de travail, à la fin, on ne le paye pas. Et il est extrêmement choqué par le manque de parole de son employeur. Donc, il décide d'être encore plus fondu dans la masse et que ça n'arrivera plus. Il apprend le français et il change son nom un tout petit peu pour qu'il n'ait plus l'air italien. Il se marie, il a des enfants, il fait sa vie comme ça. Et puis, 2 générations après, ma cliente, elle a au moins 2 générations en dessous, elle n'a plus du tout de notion de l'Italie. Elle sait juste qu'elle a un ancêtre italien. Voilà. Un ancêtre italien, c'est le côté fun, on va dire. Mais, étonnamment, elle et ses sœurs ont eu des enfants à qui ils ont donné tous des prénoms italiens. C'est étonnant. C'est-à-dire que d'avoir éteint, d'avoir eu honte de son origine à un niveau, a généré un oubli,
mais c'est ressorti par des prénoms italiens. Alors, on pourrait se dire, bon, s'il y a un prénom italien dans le lot, mais je crois qu'il y avait 6 enfants, et les 6 avaient des noms italiens. C'est épatant. Il y avait un ancêtre italien qui avait vécu tellement douloureusement son rejet à cause de sa nationalité, qu'ils avaient tous essayé d'éteindre et de fondre leur nationalité dans un lissage français. Mais ça ressort parce que tout ce qui est caché demande réparation. Tout ce qui n'est pas fini demande réparation. Et là, ça appelait en fait à ce que ça se voit. Et comment ça s'est vu? Toute une génération porte des prénoms italiens. Super intéressant. Il y a sûrement quelqu'un à un moment qui va dénouer cet héritage de la honte d'être italien. Donc voilà comment ça peut se transmettre par la lignée des noms. Et puis, un arbre psychogénéalogique comme ça, on regarde toujours à travers un prisme. Et là, puisqu'on parle de relations, de relationnel et de jeux relationnels, ce qui serait intéressant, c'est de regarder cet arbre à travers qu'est-ce qui s'est passé dans les relations hommes-femmes. Et donc, on va regarder comment mes parents se comportent, hommes-femmes, comment mes grands-parents étaient entre hommes et femmes, etc., etc. Et imaginons que ma grand-mère du côté bleu, dans la famille bleue, donc du côté paternel, elle a été très déçue par son père, parce qu'il ne s'occupait pas d'elle. Il peut y avoir eu des attouchements, il peut y avoir eu plein de choses. Bon, elle est très déçue par les hommes. Quand elle va choisir son mari, elle va choisir un mari qui risque d'être décevant un jour ou l'autre, parce que c'est quand même ça qu'il y a à rejouer et puis à nettoyer. Donc pour nettoyer, il faut rejouer. Et puis, quand elle a un fils, parce que je vous rappelle qu'on est dans la famille bleue, donc on arrive à mon père, même si tout ça c'est fictif, vous me suivez, hein. Donc elle est déçue par son père, elle choisit un homme qui à terme est décevant et elle a un fils. Ah, ça c'est embêtant parce que c'est un homme, son fils, c'est un homme potentiel. Donc comment elle va se débrouiller? Elle va avoir sûrement, ce fils va vivre une double contrainte, c'est-à-dire soit un homme mais soit pas un homme. Soit un homme mais soit pas décevant. Les hommes sont décevants. Soit un homme, mais soit pas décevant. Et comment je fais puisque les hommes sont décevants? Donc ce fils, et ça peut être ça, et puis ça peut être aussi que cette femme, elle se sent très seule dans son couple, du coup, parce que son homme est décevant, il n'est jamais là, il ne s'occupe pas d'elle, il ne voit rien, il est tout le temps devant la télé, nanana. Eh bien, dans ce cas-là, elle va manquer d'amour. Puis d'ailleurs, elle a manqué de l'amour de son père. Et donc, elle a un choix tout trouvé. Elle a un fils. Oh, tu ne me quitteras jamais, toi. Donc, elle va le choyer, le choisir, elle va lui donner la place de l'homme de sa vie, en fait. Et là, elle va en faire son préféré. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça à un enfant? Eh bien, il est tout content pour une partie de sa vie, et le début en tout cas, c'est quand même vachement agréable d'être choisi, choyé et préféré de son parent. Et quand il va falloir qu'il fasse sa vie à lui et qu'il choisisse une femme, ça va être fort compliqué. Parce qu'il va falloir qu'il quitte sa mère. Donc, s'il la quitte, il la laisse tomber, il est méchant, il est décevant, et ça, ce serait mieux de ne pas l'être. Et en même temps, il faudrait qu'il fasse sa vie et qu'il ne soit pas décevant avec sa femme. Et là, il va se retrouver coincé. Donc, ce vécu relationnel va colorer l'homme qui sera donc mon père. Et ça peut être la même chose on a regardé hein, l'héritage féminin de fais attention, les hommes c'est plutôt méchant, nanana. Et puis quand cette femme, elle va penser que les hommes sont méchants, mais qu'elle va trouver un si gentil qui lui fait pas de mal à une mouche, même sa mère, il n'ose pas l'abandonner, ça peut clipper. Et c'est comme ça que dans ma psyché à moi de petite fille, je vais trouver que la relation est normale, normée. Et donc, il y a toutes les chances que moi aussi, je cherche à valider ce que je trouve normal, tant que je ne fais pas
un travail sur ses héritages. Voilà, alors, je vais regarder si vous avez des questions. C'est le moment de les poser, en tout cas, si vous en avez. J'espère que ça vous fait réfléchir, ces histoires-là. Et l'objectif là-dedans, c'est de regarder de quoi on est fabriqué. Ça ne veut pas dire qu'on est comme ça veut dire qu'on a été fabriqué comme ça. Parce qu'on arrive à une époque du monde, parce qu'on arrive dans un coin du monde et parce qu'on arrive dans une couleur familiale. Et cette fabrication-là, c'est la donnée de démarrage. Mais si on ne la connaît pas, eh bien, on ne fait que la vivre sans savoir. Mais si on la connaît, je dis souvent à mes clients, venez ouvrir votre valise et on va regarder ce qu'il y a dedans. Vous allez pouvoir dire ça j'aime, ça c'est des belles valeurs, je veux les garder, c'est exactement les valeurs familiales que moi je veux construire, je garde ces valeurs-là, j'ai hérité de ça, c'est génial parce que je l'ai hérité, je l'ai vécu tellement tôt que, eh ben voilà, peut-être, je ne sais pas, la noblesse de cœur, le fait d'être quelqu'un d'honnête, ce sont des valeurs que j'ai héritées de ma famille. Hier, je vous disais, moi, je suis issue d'une famille qui était assez spirituelle et finalement, le développement personnel a été extrêmement accessible pour moi parce que je venais d'une famille qui était déjà dans une conception spirituelle de la vie. Ça n'empêchait pas que ce soit des gros travailleurs et qui se sont tués à la tâche, mais j'ai pu aussi sentir qu'on respectait le vivant, que mes parents, enfin ma mère était mariée avec un homme, ils ont eu une ferme biodynamique pendant des années et c'est un endroit où on respecte le vivant. Le végétal, l'animal et l'homme sont vraiment trois entités qui se complètent. Et mine de rien, on ne me l'a jamais forcément expliqué, ça, en tout cas pas quand j'étais petite, mais je suis nourrie par ça. Et c'est intéressant d'ouvrir cette valise et de regarder qu'est-ce que je veux garder parce que ça me convient par rapport à ce que je veux vivre et qu'est-ce que je ne veux pas garder et que je vais devoir rendre. Ça peut être une grande culpabilité d'avoir fait la guerre et d'avoir dû tuer des gens. Ça peut être une grande souffrance d'avoir été sous la coupe d'un mari qui était injuste ou volage. Ça peut être une grande souffrance d'avoir perdu un enfant trop tôt. Mais la souffrance, la mémoire de ces traumas, est-ce que moi, je veux les porter ? Est-ce que moi, je veux faire toute ma vie à réparer il y a quelque temps, là, je discutais avec une cliente, c'était justement ça, elle était dans une réparation d'un grand-père qui avait un énorme chagrin. Quand on regarde, quand on parle de lui, le chagrin est tout de suite là, c'est incroyable. C'est pas fictif, hein, on ne sait pas pourquoi, mais on parle de ce grand-père-là et pouf, on touche son chagrin. Et qu'est-ce qu'on fait de sa vie? On a envie de soulager ce chagrin. Et donc, on a envie de faire une vie qui répare. Par exemple, s'il a perdu toute sa fortune, eh ben, on peut avoir envie de regagner toute cette fortune. Mais ce n'est pas forcément la vie que j'ai choisie. C'est la vie de réparation que je fais parce que je porte une part du chagrin. Donc là, il y a tous des rituels pour nettoyer, pour rendre, pour clarifier. Mais ce que je nous invite tous à faire, c'est d'être clair sur ce qui s'est passé. Et il y a toute une recherche à faire de quelle a été la vie de mes ancêtres. C'était tous des bons choix, il n'y a aucun problème parce que sinon je ne serais pas là. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé pour savoir ce que moi, je veux garder. Et pour savoir ce que je veux garder, il va falloir que je sache ce que je veux vivre. Ça, c'est l'expérience du 4e jour. On va parler de ça. Donc voilà, je vous propose de prendre vos questions. Et alors, je vois qu'il y en a une ici. Comment sait-on si c'est vraiment nos valeurs ou si on est dans les conditionnements et dans toute la lignée et de tout ce que vous nous avez expliqué. Alors, comment savoir si c'est vraiment nos valeurs ou si on est dans des conditionnements? Eh bien, c'est très intéressant comme question. C'est ce que je disais là, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas défini son propre projet de vie, ses propres valeurs à soi, ce qui nous fait pétiller,
ce qui nous met droit dans nos bottes, ce qui nous dit « Ah, vraiment, ça, c'est juste et c'est bon pour moi. » Je crois que c'est dans notre ventre que ça se passe, c'est de sentir qu'est-ce qui est juste et bon pour moi. On peut par exemple sentir que ce qui est juste et bon pour moi, c'est de prendre du temps pour moi et d'avoir une autre valeur qui se lève et qui dit « Oui, mais si tu prends du temps pour toi, ça veut dire que tu es une grosse égoïste. » Donc là, vous voyez, c'est l'héritage et la valeur importante, l'aspiration de vie importante. Et ça devra avoir besoin d'être accompagné, discuté, voir dans quelle mesure c'est vrai qu'on fait du mal à quelqu'un si on prend soin de soi, est-ce que c'est vrai qu'on devient méchant, etc. On doit passer du paradigme bien-mal au paradigme vrai-faux pour moi. Vrai-faux pour moi. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bien et qu'il n'y a pas de mal. C'est un truc de fou. Hein. Plus j'avance, moins je peux croire à cette histoire-là. Parce que moi, ce que je vais trouver bien, vous allez peut-être le trouver mal. Et ce que vous allez trouver bien, je vais peut-être le trouver mal aussi. Et ce que je vais trouver bien à une période de ma vie, je vais peut-être le trouver mal après. Ça n'a aucun bon sens. En fait, chacun a son point de vue et c'est impossible que vous ayez le mien parce qu'il faudrait que vous vous mettiez dans mes yeux. Dans mes yeux, il n'y a pas de place parce qu'il y a déjà mes yeux. Donc, si par exemple, je présente un objet devant vous, entre nous, vous allez voir la face nord, moi je vais voir la face sud. Donc, bon, l'histoire du bien et du mal est à remettre à sa juste place et à voir est-ce que cette valeur, elle est vraie, elle me fait du bien à moi, oui, non, dans quelle mesure je dois la changer, etc. Donc, on a tous des valeurs. C'est juste l'idée de les trier. Lesquelles sont les miennes, lesquelles sont des héritages, la majorité sont des héritages, mais lesquelles je fais miennes et lesquelles je laisse, je rends à mes ancêtres. Ouais, j'espère que ça répond à ta question, Gaëlle. Je me permets de tutoyer tout le monde. J'espère que ça gêne personne. Ok, donc là, est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Je regarde un petit peu. On voit les ronds de lumière dans tes lunettes. Merci Thibaut, oui, c'est sûr. Mais si j'enlève les ronds de lumière, on ne me voit plus du tout. C'est très touchant cette histoire que tu racontes. C'est la mienne. Alors Cécile, je ne sais pas de quelle, du coup, je ne sais plus de quelle histoire tu parlais, mais je te remercie. C'est fou les programmes qu'on transmet. Exactement. Et c'est super important. Alors, quand on a des enfants, on a très envie de faire ce travail-là parce que on a tellement envie que nos enfants ne vivent pas de choses difficiles, ce qui est quasiment impossible, mais on a encore plus le désir d'être propre. Parce que, imaginons qu'on ait vécu de l'abandon. On a des parents très occupés, on le vit comme de l'abandon, c'est vraiment difficile. Du coup, quand on a un enfant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout le contraire de l'abandonner. On va beaucoup s'occuper de lui, on va beaucoup lui faire de câlins, on va beaucoup lui demander comment ça va, raconte-moi, fais ci, fais ça. Moi, tout ce que je n'ai pas reçu, je vais essayer de le donner à mon enfant. Mais qu'est-ce que je fais quand je fais ça? C'est pas lui dont je m'occupe, c'est moi que je répare. Et qu'est-ce que lui va sentir? Il va peut-être se sentir seul, parce que peut-être que lui, il avait besoin de moins de câlins, de peu plus d'air, mais personne n'en a fait gaffe. Nous, on l'a couvert de câlins. Et donc peut-être qu'il va se sentir envahi et abandonné, envahi de mes propres besoins et abandonné dans ses besoins à lui. Donc, le contexte de ce qu'on a vécu, c'est pas la même chose que de ce qu'on a vécu à l'intérieur. On peut avoir, par exemple, une maman qui est là tous les soirs à 4 heures à la sortie de l'école, qui fait notre pique-nique tous les jours, qui fait les devoirs avec nous. Elle est tout le temps là parce qu'elle, elle a beaucoup vécu d'abandon et donc elle veut absolument elle a arrêté de travailler pour ça. Et nous, et moi, par exemple, comme petite fille, je veux avoir une maman qui veut absolument tout le temps s'occuper de moi, mais qui n'est pas tout à fait présente avec moi parce qu'elle est en train de s'occuper de réparer sa propre enfance, ses propres manques. Et donc, elle est là, mais en fait, elle n'est pas tout à fait là. Mais moi, je le sens qu'elle n'est pas tout à fait là. Elle fait tout bien, mais elle n'est pas reliée. Et moi, j'ai besoin d'être reliée.
J'ai besoin de sentir qu'on me voit, qu'on me comprend, qu'il y a un vrai échange, qu'il y a quelqu'un sur qui ça m'appuyer et pas seulement qu'il y a un pique-nique et qu'elle est toujours là à la sortie de l'école. Donc, mon vécu d'enfant peut être d'être seule alors que j'ai une maman qui est toujours là. Et si un jour je dis, bah, moi j'ai vécu une enfance très solitaire, ben, on va me dire, mais tu rigoles, ta mère était tout le temps là à la sortie de l'école, c'est toi qui avais les plus beaux gâteaux d'anniversaire, c'est toi qui avais les plus belles fêtes, nanana, nanana. Mais c'est pas la même chose que j'ai vécu à l'intérieur de ce que j'ai vécu à l'extérieur, le contexte, les événements. J'espère que vous me suivez. Bon, c'est fou les programmes qu'on transmet, nanana. Pensez-vous que ça se transmet aussi d'un parent adoptif? Oui. Mon père a été adopté. Oui, bah, complètement. En fait, c'est si on a été adopté, on a une génétique particulière, mais on a un vécu quotidien avec d'autres. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans un thème natal, quand on peut regarder ce qu'on a vécu avec son père et on peut regarder ce qu'on a vécu avec sa mère. C'est pas comment ils sont, c'est comment moi j'ai vécu l'histoire avec eux. Eh bien, on a beau être adopté, c'est pas le vrai père géniteur, mais c'est exactement juste le, le vécu qu'on a avec l'homme, le père adoptif, est absolument juste. C'est-à-dire que si je raconte, bon, ben, votre père, si je ne sais pas que la personne est adoptée, je vais dire, ben, votre père, vous l'avez plutôt vu comme quelqu'un comme ci, comme ci, comme ça. Il va me dire, bah oui, c'est vrai, mais c'est bizarre, c'est mon père adoptif, c'est pas mon vrai père. Parce que c'est une histoire d'incarnation et d'âme. Je ne sais pas si un jour on aura l'occasion d'en parler, mais il y a un choix d'incarnation là, et on a exactement les personnes qu'il nous faut pour faire la mission qu'on a besoin de faire. Si ma mission, c'est de retrouver de l'amour de moi-même, il y a de grandes chances que j'aille m'incarner dans une famille où je vais manquer d'amour. Pourquoi? Pour ne pas oublier de faire le travail après de moi-même. C'est un autre sujet. Mais donc oui, ça se transmet dans le cerveau, il est tout neuf, hein, et quand il a des parents adoptifs, bah, c'est ses parents, c'est tout. Mais il y a peut-être des mémoires génétiques qui sont là en plus, donc il y a double travail. J'ai tellement envie d'ouvrir mes valises avec toi, chère Sandrine. Cécile, t'es la bienvenue. Oh, c'est super. Donc voilà, vous avez sûrement senti que c'est une partie qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue beaucoup, qui me passionne beaucoup. Et c'est une porte d'entrée, la psychogénéalogie. Les mémoires qu'on se transmet par amour, par désir de sauvegarder les suivants, ces mémoires-là sont hyper riches d'enseignements sur notre chemin de vie. C'est jamais pour rien qu'on a choisi un système familial. C'est toujours pour aller exactement faire la mission qu'on a choisi de faire en tant qu'âme. Et donc, c'est une porte d'entrée pour aller explorer. Tiens, si j'ai vécu ça dans ma famille, il y a de grandes chances que je sois venue chercher ça. Donc pour moi, c'est juste une porte d'entrée, mais elle est très intéressante parce qu'elle permet un grand nettoyage, de poser tout là au milieu, et puis on y va, on trie. Et on sait déjà beaucoup mieux d'où on vient et qui on veut être en fonction de ce qu'on a vécu, d'où on vient. Bon, je parle de moins en moins bien français, je crois qu'il est temps que je m'arrête. Donc, j'espère que ça vous a bien plu. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore cet échange et puis je vais vous proposer demain d'aller explorer, donc ça c'était plutôt la partie passée. Demain on va explorer le présent, toutes les réactions qu'on a dans le présent, ce qu'on appelle les mécanismes de défense, qui sont bien sûr issus pour une grande part de ce qu'on a vécu dans le passé, mais qui continuent à nous tirer les ficelles comme ça, hop hop hop. Donc, on va aller explorer ça. Et après-demain, on ira voir le futur. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de créer et de co-créer? Dans quel état vibratoire on a envie d'être pour attirer cette abondance ou cette qualité de vie et cette qualité de vie. Et donc, il y en a tout à fait un travail possible
pour monter cette qualité vibratoire. Donc voilà, alors c'est exactement un des piliers qu'on va explorer si vous vous inscrivez dans le programme Traverse le miroir. Le miroir, c'est toujours l'histoire de voir chez l'autre ce qu'on a besoin de travailler chez soi ou de voir chez l'autre ce qu'on a besoin de développer chez soi. Et dans cette recherche-là, il y a un des piliers qui est d'aller voir cette valise dans laquelle il y a un monceau incroyable de croyances. Qu'est-ce que je suis en tant que femme? Qu'est-ce que je suis en tant qu'homme? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je n'ai pas le droit d'aller? Qu'est-ce que je dois éviter? À quoi je dois faire attention? Quel genre de choix j'ai le droit de m'octroyer? Est-ce que j'ai quel genre d'autorisation j'ai? Quel genre de puissance j'ai le droit d'avoir, quel genre d'abondance j'ai le droit d'avoir, combien d'argent j'ai le droit de gagner. Tout ça, c'est contenu dans cette valise. Donc, et on a besoin d'ouvrir cet espace pour pouvoir trier, ranger. Il y a des choses parfois à soigner, c'est-à-dire à rendre à nos ancêtres. Ça, vraiment, je t'aime de tout mon cœur, mais ce n'est pas mon destin, donc je te le rends. Et puis, de se rendre compte aussi, tout simplement, d'avoir conscience de ce qu'on porte, parce que sinon, on continue à faire des choix qui sont inconscients. Et ça, ce sera donc le dernier jour qu'on ira explorer ça. Mais donc, dans ce programme, on va pleinement plonger une partie du temps là-dedans pour que vous puissiez ressortir avec une clarté de la couleur familiale de laquelle vous êtes issu. Et ça fait partie intrinsèque de la connaissance de soi. Et quand on veut pouvoir être en vérité, pour pouvoir avoir des relations vraies et de qualité, eh bien, il faut savoir ce qu'on a derrière et qui nous fabrique, qui nous porte, qui nous transporte. Voilà, souvenez-vous, j'ai mis le lien à plusieurs endroits dans mes publications, mais je vais le remettre au-dessus de ce replay. Souvenez-vous que si vous prenez un appel découverte pour voir, parce que c'est un programme où j'aime bien quand même choisir les gens qui entrent, donc j'ai besoin de vous connecter un petit peu, 15 minutes, pour voir si c'est bien ce que vous avez besoin en ce moment, si vous êtes à ce niveau-là de réalisation de vous-même. Et puis, tous les appels découvertes et toutes les inscriptions qui sont faites pendant ce temps de 4 jours de live bénéficient de 2 bonus. Le premier, c'est l'astro-relationnel, qu'on aille voir dans votre thème qu'est-ce qui est écrit que vous avez tendance à attendre de l'autre et qu'il faudra récupérer pour vous. Et le deuxième bonus, c'est cette activation de fiançailles intérieures, comme on en a parlé hier avec le conte de fées. C'est un moment de guérison, en fait. Voilà, tout est bien, tout est dit, tout est à sa place. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain, même endroit, même heure, mais pas même sujet. À bientôt, à demain. Bonne soirée.